Et maintenant, chers amis, il est temps que je fasse enfin venir, au bout de ces quelques 40 minutes de live, la personne. Si elle veut bien venir à mes côtés, je vais me déplacer et je vais vous présenter l'une des personnes qui... c'est l'un de mes meilleurs amis. C'est une personne que j'aime énormément. Et c'est Fabien Thévenot, le fondateur des éditions Le Feu Sacré. Salut Fabien, bienvenue. Salut Aurélien. Merci beaucoup d'être là. Hein. C'est un hasard merveilleux. Un hasard organisé tout de même. Disons qu'on a parlé de ta venue parmi nous, à Maizet, puisque j'y restais depuis je vois Tu vois quoi? Les réactions dans le chat. En fait, je suis là depuis le 21 juin jusqu'au 25 août. Et donc, Fabien faisait partie des quelques personnes qui devaient venir me rendre visite pendant quelques jours à Maizet. Et tu es quasiment, parmi mes amis, tu es la seule personne à être venue. J'ai eu de la famille, j'ai eu Balva Lesquels et Thierry Radière qui sont venus, qui sont donc écrivains, qui sont vendéens. Et Fabien, parmi les potes du Feu Sacré, etc., c'est la seule personne qui a pu venir. Et quand tu m'as dit que tu allais arriver, j'ai même pas réalisé que ça tombait sur la date du live. Et quand j'ai réalisé, je me suis dit, c'est impossible qu'on le fasse pas ensemble. Voilà. Fabien, tu es donc le fondateur des éditions Le Feu Sacré. C'est toi qui as remis les clés de la maison à notre bien-aimé président Simon Toral, qui lui est l'organisateur de ce live et de tout ça. Fabien est arrivé hier midi en Vendée. Et je te laisse prendre la parole un peu Non, continue. Alors, juste voilà, moi c'est les super-héros. Ici, on a le heavy metal avec Judas Priest. Voilà, c'est des... Je l'ai gardé pour aujourd'hui. Voilà, c'est un de mes groupes préférés. C'est une passion. Pour lui faire plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. Je déteste ce groupe. Bien sûr. Et il a même un ceinturon Def Leppard, autre groupe britannique de la New Wave British Heavy Metal. C'est vrai. Je regarde là ou là? Le mieux, même si on le réflexe, c'est de voir si on est bien dans le cadre, c'est de regarder la webcam. D'accord, ok. C'est mon premier alors. Ouais. Pardonnez-moi. Soyez indulgents. En tout cas, Fabien, merci beaucoup d'être ici. Merci d'avoir accepté de faire ce premier live. C'est extraordinaire symboliquement que ce live puisse se faire avec toi. Merci Simon. C'est vraiment enfin voilà, ça pouvait pas être autrement en fait, j'ai envie de dire. Fabien, tu as eu l'idée de créer les éditions Le Feu Sacré en quelle année exactement? On a démarré en 2012, donc le projet doit dater de 2010, je pense. Ouais. Ça t'est venu comment? Eh ben, ça m'est venu que je rentrais du Mexique fauché, divorcé, sans un rond. Et je sais pas, j'avais envie de faire un truc qui puisse me sauver la vie. Ouais. Voilà. Et toi qui est à fond dans la musique, toi qui es le chanteur d'un groupe comment on pourrait dire, de punk hardcore, qui aujourd'hui fait de la musique, on va dire, instrumentale, expérimentale, avec ton groupe, ton duo avec Alban Jamin, Berceau des Volontés Sauvages. Pourquoi la littérature et pourquoi l'édition? Ben, j'avais déjà monté une maison d'édition juste avant qui s'appelait Black Cat Bones Édition, qui s'occupait d'illustration. Et à l'époque, j'avais déjà envie d'éditer du texte, mais Black Cat Bones, ça doit dater de 2006-2008. Et du coup, à cette époque-là, je sais pas, je me sentais pas encore très légitime à faire ça. Mais déjà à l'époque, j'avais contacté Ossang pour... FJ Ossang, donc ouais. cinéaste et poète. Ouais, pour éventuellement éditer le scénario de Dr Chance. Mais bon, voilà, ça n'avait pas abouti. Moi, je voulais faire un petit tirage. On s'était pas vraiment mis d'accord. Et puis voilà, je le sentais pas encore bien. Je sentais. Et puis je fréquentais beaucoup d'illustrateurs à l'époque, donc voilà, je faisais beaucoup de sérigraphie avec mon ami Henri-Pierre Trochery. Donc voilà, on fréquentait tout un tas de gens dans ce milieu-là, et c'était beaucoup plus simple pour moi de
mettre à éditer de l'illustration. Ça me semblait plus proche de moi, je me sentais beaucoup plus légitime de faire ça à l'origine. Donc voilà, ça a démarré comme ça, et puis voilà, je m'étais marié à l'époque, on avait reçu un peu des sous du mariage, donc au lieu de se payer un voyage à Pétoche-Noc, on s'est offert une maison d'édition d'illustration. Donc voilà, ça a été le premier projet, on a fait 2 livres, et voilà, quand je suis rentré, je sais pas, j'avais quand même au Mexique beaucoup lu, parce qu'entre-temps, je suis parti au Mexique. Et quand je suis rentré au Mexique, j'avais quand même beaucoup lu, beaucoup le temps de lire, je sais pas, j'étais rentré dans un truc. Et quand je suis rentré, je sais pas, je me suis dit, ouais, c'est bon, là, c'est le moment. Voilà, je me sentais légitime, quoi. Je sais pas, vis-à-vis de moi-même, hein, c'était vraiment juste un sentiment personnel, mais je me suis dit, voilà, c'est le moment. S'il faut le faire maintenant, c'est maintenant. Et puis, oui, il y a eu d'autres rencontres aussi. Je sais pas si tu te souviens, mais pendant que j'étais au Mexique, c'était aussi le moment où je suis rentré. Enfin, ça fait déjà un moment, mais on s'était aussi rencontrés par le biais de l'association des lecteurs de Dantec. Toi et moi, oui, oui, oui. Et voilà, j'avais aussi fait quelques rencontres qui me semblaient importantes. Et puis voilà, enfin, je sais pas, il y a tout un tas de choses, de rencontres, de sentiments de légitimité. Tout ça s'est mis en place. Et puis voilà, je me suis dit, voilà, c'est le moment, faut y aller. Alors c'est intéressant parce que si on réfléchit bien, lorsque tu montes les éditions Le Feu Sacré, finalement tu te détournes quand même assez largement de l'illustration, qui était ton cœur de métier, entre guillemets, pour aller vers vraiment le texte résolument, des textes singuliers, donc éditer effectivement des textes punk poétiques des années 70 de F.J. Haussant, magnifique, Hiver sur les continents cernés. Hiver sur les continents cernés, très 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 beau livre. Déjà l'objet est sublime, mais puis bon, le texte est extraordinaire. C'est partie de ces livres qu'on peut ouvrir au hasard et se retrouver vraiment submergé par des émotions, des visions, quasiment des hallucinations, même j'ai envie de dire, où se côtoient la technique, le politique, l'ardeur, la ferveur, la fièvre même, une vraie folie par une sorte de Rimbaud qui, au lieu d'être dans les Ardennes, serait un Rimbaud d'Auvergne. C'est ça, hein, puisqu'il était Cantal. L'Auvergne. Un Rimbaud auvergnat extraordinaire. Voilà, donc vous avez dans le chat un lien qui a été épinglé par le flux sacré vers ce livre magnifique de F.J. Haussant. F.J. Haussant qui est une figure extraordinaire à la fois de la musique punk, la littérature poétique, du cinéma, un cinéma inqualifiable. Hein. Toi, tu disais un cinéma apatride, c'est ça Je crois pas que je me demande si c'est pas Nicole Brenez dans un texte qui parlait de ça. Non, je pense pas que ça sort de ma bouche. D'accord. C'est trop malin. Oh. Bref, très 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 grand artiste, très grand auteur, et un très bon ami à nous aussi. J'ai rencontré FJ par le biais de Fabien. Je connaissais déjà ses films, dont j'étais assez fan, et de pouvoir le rencontrer en chair et en os en 2012 à l'issue de la sortie conjointe de nos 2 livres, donc Hiver sur les continents cernés, et puis mon premier livre paru chez toi, puisque tu es mon premier éditeur, Traum, Philippe Cadic, Le Martyr onirique, qui est épuisé aux éditions Le Feu Sacré, mais dont un tirage en seconde édition avec des bonus est prévu pour peut-être, je sais pas, enfin on verra, c'est en discussion. En tout cas, c'est l'une des volontés de Simon Toral et Steven Lambert, éditeur au Feu Sacré, de ressortir ce livre. Eh bien, oui, voilà, c'est un très bel ami, un très beau poète, un très bel écrivain. F.J. Haussant, que du texte, quelques images pour illustrer, mais c'est vraiment la part congrue, c'est vraiment du texte. Mon livre sur Philippe Cadic, pareil. Une petite incartade où tu vas revenir à tes amours premières, c'est encore une fois un livre de Paco Mtielman, illustré par Jonathan Bougard. C'est un récit
Est-ce que là, tu as vu le lien entre ce que tu faisais avant et ce livre? Oui, en même temps, je l'ai pas du tout cherché. C'est Pacôme qui l'a amené. Enfin, c'était voilà, on a discuté et c'est lui qui a proposé ce projet. Moi, j'avoue que presque au début, moi, j'aime pas trop les éditeurs qui font des bouquins de toutes les tailles. Et je m'étais toujours dit, le feu sacré, ce sera voilà, des livres qui font tous la même taille, comme ça. Perdu! Et du coup, voilà, Paco m'a proposé ce livre. Et puis, bon, bah ouais, j'avais quand même envie de le faire parce qu'il me semblait, enfin, voilà, j'étais quand même assez emballé par le projet, par les illustrations. Et du coup, voilà, bah, du coup, on a dû trouver un autre format. Par la suite, il y a eu un autre livre de, de Jérôme Bertin qui est arrivé, qui était pareil, un peu différent de ce qu'on avait fait avant. Donc, on a dû retrouver un autre format. Donc, bref, on s'est retrouvé avec 3 formats différents. Donc, ça va un peu dévier de ce que j'avais envie de faire moi-même à la base. Mais bon, voilà, j'ai accepté d'enterrer cette belle idée. Et voilà, donc pour revenir à Pacôme et Jonathan, ben voilà, oui, oui, il y avait une filiation, mais voilà, oui, ça me semblait, oui, effectivement, oui, je j'avais pas forcément conscience de ça, mais oui, effectivement, c'est un peu la réunion des deux projets, ouais. Parce qu'il faut rappeler que c'est un récit burlesque que moi je trouve à mourir de rire. J'ai eu la chance d'être l'un des relecteurs avec Simon Toral du livre avant sa publication. Mhm. Euh, c'est un livre qui est extrêmement drôle, qui est caustique, qui mélange politique. On va retrouver des membres du RPR dans des rôles qu'ils ont joués dans la vraie vie Ouais, d'ailleurs. ouais, oui. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui est assez étrange, c'est que c'est un livre qu'il a écrit de 2001 à 2005, je crois, un truc Ouais, comme ça doit être ça, ça. autour de ouais, les 5 premières années de 2000, et qu'il a terminé à l'époque où on l'a publié, c'est-à-dire en 2014, 2015. Et du coup, il y a énormément de personnages qui existent, qui sont dedans, mais qui sont des personnages de 2001. Donc, il y a des gens du RPR qui ont complètement disparu, il y a des gens de la politique américaine qui ont complètement disparu, de l'administration Bush, c'est-à-dire Dick Cheney, peut-être. ouais, non, il y a une femme, Condoleezza Rice, Condoleezza qui a un Rice, rôle très ouais, important. ouais, ouais. Et voilà, donc c'est vraiment des personnages qui ont disparu, donc c'est aussi assez curieux de le relire aujourd'hui parce que c'est vraiment le fruit ouais, d'une autre époque, quoi. C'est-à-dire le contexte post-2001, tout ce moment, quoi. Mais avec des personnages en revanche qui eux sont éternels. Je veux parler des Muppets, du Muppet Show, d'Elvis Presley, Mhm. de Bouddha et même de Prince, le chanteur Prince. C'est vrai. Et en fait, toutes ces présences sont assez étranges. Parce qu'effectivement, on va avoir Jacques Chirac et Bouddha, parfois dans la même phrase. Mhm. C'est à mourir de rire, c'est assez spirituel en même temps. Et donc, il y a les illustrations psychédéliques de Jonathan Bougard qui empruntent peut-être à quelque chose qui serait à mi-chemin entre Richard Combas, Pierre Lapolice, ce côté sale un peu et, euh, et difforme. Et en même temps, je pense aussi à... ça m'est sorti de la tête, je sais plus à qui je voulais faire référence, mais globalement, oui, et si, il y a quelque chose de très ilien, je pense à Haïti, etc. Il était où? Il n'était pas à Il Haïti. vivait, et je crois il vivait et il vit toujours à Tahiti, ouais. Tahiti, Ouais, oui, ouais, ouais, Tahiti. il me Et semble. quelque Je crois chose de, pas vous voilà, dire de une bêtises. sorte d'exotisme étrange, et en même temps pas du tout, en passant par la couleur, on est sur du noir et blanc. On est vraiment sur, c'est quoi, c'est de l'ancrage, c'est quoi? Oui, c'est de l'encre. Ouais, je Pur, crois que c'est de hein. l'encre de Chine, ouais. Ouais. Mais je pense qu'à l'époque où il a démarré les illustrations, il vivait pas là-bas. Donc je sais pas si c'est Ok, une oui. influence qu'il avait en lui, qu'il est parti là-bas. Mais ça n'a aucun rapport avec Hmm. l'endroit où il vit, quoi. Je crois qu'il est D'accord. parti là-bas il y a une dizaine d'années. Ou, non, peut-être 15 ans maintenant. Ouais, ouais, Ah oui, 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 ouais, oui, un certain temps. ouais. C'était difficile de le joindre, je crois. Bon, c'est un livre complètement fou, vraiment, vraiment très, très, très drôle. Euh, Puis c'était surtout à l'époque la seule fiction de Paco Thielman, quoi. oui, Après, il y a eu Soap Soap Apocryphe. Apocryphe, ouais, qui est apparu, mais en fait, voilà, c'était vraiment le tout premier, la toute première fiction de Paco, quoi. Et donc, ce livre euh, est très, très à part à la fois dans la bibliographie de Pacum Thielman, mais aussi, j'ai envie de dire,
dans le catalogue des éditions Le Feu Sacré. Alors, il y a un truc qui est très drôle, parce que tu disais que toi, au départ, tu voulais un truc très carré, les livres sont tous comme ça, clac, clac, clac. Et en fait, très vite, on a plein de formats différents. Tu faisais allusion au livre de Jérôme Bertin, qui est donc de la poésie, qui lui aussi, en termes de papier, en termes de papier au pluriel, j'ai envie de dire, en termes de format, en termes de volume, en termes de tout, même de mise en page. Alors même qu'à l'époque, on travaille avec le même studio graphique, hein, c'est-à-dire Thomas Bizarri et Alain Rodriguez. Euh, Tous ces livres-là partent dans des directions extrêmement différentes. Et tu crées avec Alain Junion, pardon, une collection, Les Feux Follets, qu'aujourd'hui je dirige. Ah oui, c'est 4, oui, j'ai oublié. Il y a plein de formats extrêmement différents. Là, je les ai pas sous la main parce que je suis pas parti avec les livres du Feu Sacré en Vendée, parce que quand on part pour 2 mois, on prend des vêtements, du dentifrice, et les livres qu'on va lire, non pas les livres qu'on a lus, mais le flux sacré va vous balancer les références des différents livres, comme le staff le fait depuis tout à l'heure. Ça, c'est super. Là, vous avez un lien aussi vers Bizarri et Rodriguez, qui sont les graphistes qui ont créé les logos historiques du Feu Sacré, qui ont créé la police feu, qui est utilisée sur pas mal de livres de la collection, de nos collections, etc., etc. Et en fait, que dire? Oui, moi ça me fait penser, je crois que c'est Maspero. Non, est-ce que c'est Maspero? Ou est-ce que non, c'est Pauvert. Je crois que c'est Jean-Jacques Pauvert, Ouais. qui disait dans les années 70 que, au contraire, lui, il rêvait de formats extrêmement différents, que chaque livre soit unique et ne puisse pas rentrer dans la bibliothèque d'une manière normale, que chaque livre en ressorte en fait. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un truc bien classé, bien propre, etc., presque comme derrière nous, on va avoir au contraire des bouquins, oui, de tous les formats possibles et imaginables. Pas la même taille, pas du tout le même papier, etc. Et donc, ce qui va peut-être permettre au lecteur de s'y retrouver, c'est plutôt un certain soin, c'est un certain type de police, c'est une approche graphique. Et néanmoins, c'est jamais exactement les mêmes livres. Moi, pour moi, c'est vraiment le travail que Pauvert avait lancé aussi. Euh, voilà, où c'est pas juste une collection qui est différente des autres, c'est aucun livre n'est vraiment classable. Donc ça, c'est un truc qui peut être rageant pour comment dire, les maniaques, mais voilà, c'est aussi une démarche artistique, je trouve. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est vrai que Pauvert, inconsciemment, oui, ça a été aussi une influence. Les bouquins de Losfeld aussi. Je crois que j'avais lu aussi quelques mois avant la bio de Losfeld qui m'avait bien. Comment c'est endetté comme une mule? Endetté comme une mule, ouais. Ouais. Et ouais, ça faisait quand même partie du bouquin ça fait vraiment partie des livres qui donnent envie de devenir éditeur. Ça, Christian Bourgois aussi, peut-être, hein, c'est les éditeurs qui t'ont vachement influencé, non? Ouais, oui, le vieux Bourgois, ouais. Jusque dans les années 80. Après, ça se gâte un peu. Mais... Ouais. C'est-à-dire vraiment une période qui va peut-être des années, fin des années 50 jusqu'au fin des années 70, je sais pas. Ouais, c'est vrai, toute l'époque 60-70. Ouais, 20 ans de publication majeure, avec des livres problématiques aussi, hein, surtout au regard de toutes les révolutions politiques, humanistes, féministes qui ont lieu aujourd'hui, pour le meilleur, mais il y a quand même pas mal de livres essentiels et de façons aussi de considérer la littérature vraiment extraordinaire, quoi. Et que je crois tout éditeur veut retrouver sans forcément y parvenir aujourd'hui. Voilà, ça demande du courage, beaucoup d'abnégation, un travail démesuré. On est souvent un peu seul avec son projet. Moi, j'ai envie de parler quand même aussi de Marie-Lou Garcia et de Léa Laforêt, qui sont nos 2 graphistes qui nous ont été présentés par Thomas Bizarri, et qui sont pardon, on vient de nous prendre en photo par la fenêtre. On pose 2 secondes. Et qui ont repris le travail sur l'ensemble des collections du Feu Sacré à la suite de Thomas Bizarri et Alain Rodriguez. Et c'est à elle qu'on doit notamment la nouvelle mouture de la collection Les Feux Follets, que tu avais initiée avec Alain Junion et que je dirige depuis 2017. Et puis le tarot Périno, c'est-à-dire
voilà, on ne se contente plus de faire des livres, on fait carrément des coffrets, quoi, des boîtes pour accueillir ces fameuses cartes. Voilà, c'est quand même assez intéressant, où le coffret contient lui-même de la littérature qui se lit voilà, tout du long. Et ça, c'est assez rigolo. Et puis, bien sûr, un livre qui fait intervenir du graphisme un peu partout, quoi. Bref, procurez-vous les livres pour savoir. C'est encore le plus simple. Désolé pour cette publicité, mais c'est aussi c'est comme ça qu'on continue à faire des livres. C'est parce que vous les procurez pour les lire et les offrir. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que on cherche en fait à être iconoclaste, c'est-à-dire un peu à casser l'image qu'on peut se faire usuellement d'un livre et de la littérature, tout en continuant à faire de la littérature et sans sacrifier à des impératifs de n'importe quoi. Encore une fois, anarchie, oui, mais chaos, non, pas nécessairement. Ça se défend. Oui, ça se défend. Hein Oui. Oui, dans les deux sens, ça se discute, c'est ça que tu veux dire. Oui. J'ai bien dit, pas nécessairement. Et ça, c'est ton côté punk qui parle. Moi, je pense qu'effectivement, à un moment donné, on doit repasser par le chaos. Ça, c'est le côté révolutionnaire aussi. Parce qu'on se rend compte que si on passe pas par le chaos, là-haut, ils comprennent rien. Quand je dis là-haut, je parle pas des saints et des anges. Je parle des voyous qui nous gouvernent. Les vrais attracteurs chaotiques, c'est eux. Voilà, les vrais anarchistes au sens soi-disant négatif du terme, c'est-à-dire qu'il faut les anarchistes du marché. Oui, voilà, merci. C'est ça, c'est eux qui en fait créent du chaos organisé et qui obligent en fait à une réaction la population mondiale. Et j'ai envie de revenir un peu sur un truc que je disais avant ton intervention. Il est évident que l'humilité est une très 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 belle chose. Et l'humilité, ça veut dire se mettre au même niveau que la terre, c'est-à-dire pas péter plus haut que son cul, si je voulais reprendre une métaphore rabelaisienne. Se mettre au niveau à ras des pâquerettes, au niveau du sol. Si en revanche je parle d'humiliation qui prend exactement la même étymologie, c'est-à-dire humus, la terre, humus, se mettre, c'est différent. L'humilité, c'est quelque chose qui part de moi, l'humiliation, c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui va me rabaisser, qui va m'écraser, qui va m'avilir. Et si vous nous traitez avec humilité, vous, ceux qui êtes au pouvoir, vous allez peut-être avoir la paix sociale. Si vous nous humiliez, vous allez forcément avoir le soulèvement. La révolution, c'est ça. C'est un soulèvement. Je suis écrasé, je suis au sol, là, je suis par terre, et je vais me soulever et je vais me battre. Et donc, plus il y aura d'humiliation, plus il y aura de révolution. Et donc, comme il y a énormément d'humiliation, que je crois que, je parle pour la France, mais ailleurs, il y a des choses qui sont terrifiantes aussi. Je parle même pas de la guerre, je parle vraiment d'appauvrir, d'affamer, y compris spirituellement, mentalement, culturellement, les gens. Et de leur donner à nourrir que de la merde en leur disant que c'est comme ça que ça doit se passer, il est manifeste qu'il va y avoir un soulèvement, que la réponse va être proportionnée en fait, à cette attaque en règle contre les peuples de la planète. Par conséquent, qui dit humiliation, dit révolution, et donc préparez-vous à un retour de bâton Maus costaud. Et je prends cette carte du tarot Perrino, qui est le tarot de Marseille, c'est l'as de bâton. Voilà, la réponse, elle va être comme ça, les gars. Voilà, ça c'est terrible, mais c'est voilà, ça. Effectivement, on ne peut pas faire autrement au bout d'un moment. C'est peut-être ça le chaos, mais c'est un chaos en réponse à un autre. Puisque comme on l'a compris, chaos en réponse à un surordre. Ouais, parce que moi je suis pas le turiféraire de l'ordre. Quand on se dit le chaos, non, ça c'est clair et certain. Et d'ailleurs, la bibliothèque du feu sacré, elle a un aspect chaotique également, je dirais. Ouais, tu veux dire dans le fond, dans la ligne. Ouais. Ok. Oui, je pense que c'est le fruit de beaucoup de choses qui m'intéressent et que je pars un peu dans tous les sens moi-même dans mes intérêts, dans ma vie. Donc oui, je pense que c'est à l'image de ça, ouais. Tu veux parler de tes centres d'intérêt, de ta vie ou pas? Mes centres d'intérêt, oui, ma vie, je sais pas si c'est très intéressant. Mais... Dans ce qui s'entremêle des deux, de comment tes centres d'intérêt modifient ta vie. Ouais, comme on parle d'où là, peut-être de la musique.
à la base, puisque moi, c'est d'abord ça qui m'a happé quand j'étais ado. Donc la littérature est arrivée bien après, c'est-à-dire, ouais, je sais pas, vers 98, je dirais. Mais oui, je pense que les années 90, d'abord, ouais, c'est la musique qui m'a happé. La musique, mais notamment faire, en jouer, en produire, écrire dessus. Enfin, c'est quand même tout ce champ. Euh, tout ce champ. Et oui, là, je suis arrivé à la lecture après. C'est vrai que c'était un truc qui était complètement absent de ma vie. J'avais eu quelques auteurs phares quand j'étais ado, notamment les bouquins de Hermann Hesse, mais c'est vraiment des livres qu'on lit de toute façon, souvent quand on est ado, quoi. Oui, je Mais suis voilà, d'accord. comme j'avais peu de gens autour de moi j'étais assez peu entouré de lecteurs, donc c'est vrai qu'il n'y a personne tellement qui m'a pris par la main pour me dire si t'aimes ça, lis ça, fais ceci, fais cela. Enfin voilà, personne m'a vraiment accompagné dans ce parcours, quoi. Voilà, donc mon rapport à la littérature, je l'ai fait un peu tout seul, quoi. J'ai eu quelques rencontres dans les années 90, et puis voilà, je commençais à lire à ce moment-là, et ça m'a encore pris, ouais, je dirais 10-15 ans avant ouais, de trouver sentir en moi la légitimité d'aller un peu plus loin là-dedans, quoi. Mhm. Voilà, donc j'ai toujours un peu vogué entre littérature et musique, et puis oui, un peu le cinéma qui est venu se fondre là-dedans. Mon intérêt pour le cinéma qui est pas tant intéressant en tant que tel, mais qui m'a permis de faire des rencontres très importantes. Et enfin voilà, j'ai repris mes études, je sais plus c'était quand. Simon, tu peux peut-être me le dire, en 2002, je ne sais plus. Mais bon, voilà, je me suis à cette époque-là intéressé au cinéma. J'avais pas vraiment fait d'études, donc j'ai repris mes études à Lyon, et c'est là que j'ai rencontré Simon, qui est président du Feu Sacré aujourd'hui. J'ai rencontré bon, voilà, d'autres personnes. J'ai rencontré une relation amoureuse. J'ai rencontré Alban Jamin, avec qui je fais de la musique aujourd'hui. Donc ça a été vraiment vraiment une année vortex qui a été. Donc voilà, mon intérêt pour le cinéma n'a pas été autant intéressant du point de vue euh, comment dire, euh, en tant que tel, j'ai rien vraiment fait, rien tellement produit, mais humainement, voilà, ça m'a mené à des nouvelles directions, quoi. Voilà, donc voilà, je dirais que ça tourne un peu autour de ces trois axes. D'accord. Alors, est-ce que ça a permis, Fabien, de répondre à une question posée par notre amie écrivaine Élodie Denis? Oui. Élodie Denis qui participera à un chat avec notre confrère et ami Nicolas Télop dans quelques jours. Élodie disait, mais en fait, j'avais pas vu le message tout de suite. Est-ce que le cinéma a pris un peu cette place dans un premier temps? C'est-à-dire la place de quoi? Alors là, j'ai perdu le fil. Je salue aussi Patrick Targaz, Patrick, qui, salut qui Patrick. nous salue. Euh, voilà, est-ce que le cinéma a pris la place de la littérature à une époque? Pour toi, dans ton... Merci Elodie. Dans ton... Ah ouais, Comme spectateur, comme critique. non, ça a pris non, non, je pense que ça a pris la place de rien. C'est venu se superposer. C'était un moment où, ouais, c'est un moment où j'avais du temps aussi. Enfin, quand je suis arrivé à Lyon, voilà, j'ai quand même, j'ai passé quand même beaucoup de temps au chômage, un chômage un peu voulu, enfin pas voulu, mais Accepté. ouais, oui, oui, j'avais envie de prendre le temps de trouver des choses à faire, de me poser. Voilà, je continue aussi à faire de la musique et d'autres choses, mais voilà, donc j'ai pris à ce moment-là, ouais, je sais pas, je regardais beaucoup de films, et puis je sais pas, quand j'ai vu qu'il y avait une fac à Lyon qui avait un cursus cinéma, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Mais ça, ouais, non, ça a pris la place de rien, c'est juste venu se superposer parce que j'avais comme disait Monsieur Manhattan, j'avais le temps d'avoir le temps d'être au chômage. Ah oui, Oui. ça c'est dans le quoi dans lequel
Dans quel sketch? Celui qui se passe dans le nord de la France, chez les Ch'tis. C'est pas le Paris World Si, c'est ça. Car, ouais. Ils ont le temps de prendre le temps parce qu'ils sont au chômage. Parce qu'ils sont au chômage. Eh oui. Voilà, donc C'est voilà, la musique j'ai du temps beaucoup qui profité. passe. Culture Voilà. télévisuelle. J'ai pris beaucoup de temps pour, voilà, pour regarder des films, et voilà, je sais pas, j'ai eu l'envie de reprendre ces études, mais sans aucun plan, hein, vraiment, juste pour le plaisir d'étudier, pour le plaisir d'apprendre. Voilà. D'ailleurs, je n'ai rien fait après. Enfin, j'en ai rien fait de ces études finalement, à part donner un nouveau coup de boost à ma vie à ce moment. Oui, quand même. Mm. Alors ça aussi, c'est amusant. C'est-à-dire que ce soit une influence consciente ou pas, il se trouve quand même que, bon, déjà, tu as rencontré dans tes études cinématographiques celui qui aujourd'hui dirige les éditions Le Feu Sacré, c'est-à-dire Simon Toral. Simon est cinéaste et vidéaste, réalisateur, monteur. Tiens, on a une réaction d'Élodie Denis. Ouais, voilà. Élodie demande si tu as été cinéphile avant d'être bibliophile, et je rebondirai après sur ce que je voulais dire sur l'audiovisuel. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Parce que quand j'étais ado, alors, je sais pas si j'étais cinéphile, je regardais pas tant de films que ça, mais j'étais quand même un gros lecteur Enfin, j'étais un gros amateur de films. Bah oui, je suis un enfant du vidéoclub de toute façon, donc oui, je pense que quand j'étais ado, fin 80, début 90, ouais, j'étais tout le temps quand même fourré tous les week-ends au vidéoclub. Et donc du coup, c'était pas vraiment une cinéphilie, c'était plutôt une vidéographilie, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais. Et oui, j'étais très intéressé par le cinéma de genre, les trucs d'horreur, tout ça, le cinéma de science-fiction. Et je lisais. Mad Movies, Starflix. Et voilà, et oui, j'étais un gros lecteur de tous ces magazines, oui. Donc je pense que oui, c'est peut-être que si j'y suis revenu, c'est aussi parce que à la base, ouais, j'étais pas quand même assez passionné de cinéma, ouais. Tout à fait. Bah, c'est marrant parce que, bon, là, clairement, on est en train de faire l'audiovisuel finalement. On est en train de créer une archive filmée qui, après, pourra, pour ceux qui le souhaitent, être consultée donc, sur Twitch. Quelques extraits seront mis sur YouTube, mais quelques extraits seulement de chaque live. Hein. Voilà, donc c'est une espèce de mémoire filmique. Mais il y a aussi cette idée que des films, pendant les prochains lives, un documentaire, des courts-métrages vont être diffusés de cinéastes par Simon Toral sur le Twitch du Feu Sacré. Et on va être amené à aussi faire, une sorte de la diffusion audiovisuelle, même de la vente de contenu audiovisuel. C'est-à-dire que on va pas s'en tenir uniquement à la lettre et au livre, même si c'est notre activité principale. Il va y avoir aussi ce rapport à l'image. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, outre le fait que le président du Feu Sacré soit donc quelqu'un qui vienne du cinéma, avec une grosse expérience aussi bien du plateau que de la salle de montage, et puis une grosse cinéphilie qui se poursuit jusque dans ses toilettes, puisqu'on a les cahiers du cinéma partout, voilà, qui bientôt prendront plus de place que tout le reste. Et c'est très bien. On a aussi Steven Lambert et Warren Lambert qui font partie de l'aventure du Feu Sacré, et les frères Lambert, Steven qui est notre administrateur, et Warren qui œuvre avec nous depuis plusieurs années, en tant qu'auteur, d'une part, ça c'est important de le dire, mais aussi à énormément de niveaux qui seraient difficiles de quantifier. Warren et Steven sont des vidéastes, avec moult projets, passant par la prise de vue, le montage, l'écriture bien entendu. Et là encore, on se retrouve avec des gens qui à la fois sont du côté de la littérature, mais aussi du côté de l'image, et de l'image filmée. Mais il n'y a pas que l'image filmée, il y a aussi l'image qui ne bouge que dans notre tête. Et là, on en revient encore et toujours aux cartes du tarot de Marseille, c'est-à-dire que finalement, il était assez peu probable que le Feu Sacré Édition, un jour, qui n'est pas une maison d'édition versée dans l'ésotérisme, la spiritualité, le développement personnel, encore moins la religion, etc., il était peu probable qu'un jour, on sorte un tarot de Marseille. Or, il se trouve qu'on est plusieurs au Feu Sacré à s'intéresser à ce jeu, à son histoire.
On est plusieurs également, même à tirer les cartes pour nous, pour autrui, depuis des années. Et on a dans nos amis donc un artiste génial qui est Thomas Perrino, qui avait Starro, qu'on a donc édité. Et il se trouve que finalement, on retourne à l'illustration qui t'est chère, on retourne à cet endroit de ton travail où l'illustration rejoint le texte et même prend plus de place, puisque on pourrait très bien vendre le tarot Perrino sans texte. Ce serait idiot, et ce sera d'autant plus idiot pour le feu sacré. On pourrait le faire. On ne pourra pas faire un tarot sans cartes. C'est impossible. La raison d'être de cette publication, c'est les cartes du tarot de Marseille. Jamais, il me semble, tu l'as déjà dit ouvertement, jamais t'aurais semblé envisageable d'un jour publier un jeu de cartes, et plus particulièrement un tarot de Marseille. Et pourtant, comment tu te sens par rapport à cette publication? Ben, ouais, effectivement, je l'aurais pas fait. Mais ouais, enfin, c'était votre, comment dire, c'était vraiment la chose qui vous réunissait tous, quoi. Ah Je veux oui. dire, si on l'avait fait ensemble, je pense que je me serais senti de toute façon. Enfin, si j'étais encore dans la structure au moment où vous l'avez fait, je pense que je me serais senti, toi, un petit peu décalé parce que moi j'y connais rien. J'ai découvert, depuis que vous l'avez publié, j'ai quand même lu quelques bouquins sur le tarot. Ah oui, d'accord. Oui, je me suis quand même. Ah, j'ignorais ça. J'ai fait mes devoirs. Mais ouais, je sais pas, ça m'a rendu curieux parce que j'avais quand même beaucoup d'amis autour de moi qui s'y intéressaient, pas que vous, hein, des amis qui le tirent, des passionnés de ça. Donc ça m'a quand même interpellé. Mais c'est vrai que moi j'ai un rapport un peu compliqué au jeu, pas non seulement par rapport au jeu de cartes, mais au jeu. Enfin, je suis pas quelqu'un qui aime jouer. En fait, Moi non plus. je suis pas un joueur. Curieusement, moi non plus. Et pour moi, une soirée jeu de plateau, c'est vraiment une torture. Purge. Ouais. Je déteste ces jeux où tu joues une demi-heure, mais que pour jouer une demi-heure, tu as besoin de apprendre les règles pendant une demi-heure. Enfin bon, c'est pas des trucs pour moi. Donc, mais oui, après, de toute façon, pendant toute la campagne que vous avez fait de crowdfunding, je voyais passer, puis je me disais, ok, ouais, d'accord, il faut un tarot. Ok. Je voyais pas vraiment, je voyais pas encore vraiment où ça pouvait aller. Puis je me sentais quand même un peu à la fois curieux et un peu étranger à ça. Et quand je l'ai reçu, quand j'ai ouvert la boîte, ça m'a vraiment, voilà, j'ai ouvert la boîte, ça m'a explosé au visage. Je me suis dit, mais ouais, ça a vraiment un putain de sens, quoi. Par rapport au texte, par rapport au coffret, par rapport aux images, enfin, je sais pas, tout ça, c'est mis en place. Et j'ai enfin compris. Et c'est pour ça qu'aussi, peut-être que je me suis mis à lire des choses là-dessus, parce que je pense que j'ai fait le lien entre tout ça, quoi. Mais vraiment, au départ, je l'ai vraiment pas fait. Réaction de Thomas Perrino. Thomas Perrino que vous retrouverez aujourd'hui à 13h pour un live dont la durée est inconnue, minimum 2 heures. Excuse-moi Fabien, mais Thomas Perrino avec qui vous pourrez échanger, bien sûr, pas seulement sur son tarot, mais sur toute son œuvre, qui est profuse. Et oui, c'est super, ça, cette idée qu'effectivement, d'un seul coup, ce coffret, tu dis, t'exploses à la face. Ouais. Aussi par sa taille, parce que j'avais pas du tout suivi toutes les tractations, mais pour moi, voilà, un jeu de cartes, c'était un truc assez petit. Je m'attendais vraiment à recevoir, tu vois, limite, voilà, un petit truc qui tient dans la main, quoi. Alors que là, bon, il faut quand même les deux pour l'attraper, quoi. On se voit pas beaucoup, toi et moi. La dernière fois que je t'ai tiré les cartes, c'était en 2020, entre deux confinements. Très bien, c'était à Lyon, chez toi. Et à l'époque, je t'avais sans doute tiré les cartes avec le jeu que j'utilisais le plus. Je sais que j'avais le tarot de Crowley dans les mains, mais j'ai dû te tirer les cartes avec le tarot de Camoin et Jodorowsky. Donc voilà. Là, tu veux la tenir 2 secondes, s'il te plaît, Fabien? Bien sûr. Hein? Et pour comparer, ça c'est vraiment une volonté de Thomas Perrino, c'est-à-dire l'artiste qui a dessiné, gravé et peint ce jeu de cartes. Thomas Perrino, il a impérativement voulu respecter 2 choses. Voilà. On est côte à côte, on se touche. Vous voyez la différence, effectivement. C'est-à-dire, pour s'immerger dans une carte, c'est quand même un peu plus facile quand vous avez cette taille-là, c'est un miroir, en fait, d'un seul coup. C'est un miroir de poche. Alors que là, c'est vraiment le truc tout petit, quoi. Elles sont très chouettes, ces cartes. C'est pas du tout une critique. Hein. Alors là,
Certainement pas. J'ai tiré le tarot pendant des années avec ça, avec d'autres jeux, mais principalement avec celui-ci. D'ailleurs, la carte est bien usée. Et voilà, on voit vraiment la différence de taille. Et en fait, la volonté de Thomas Perrino, elle était simple. C'était, j'ai des plaques de tilleul, donc un bois souple, du tilleul japonais. Mhm. Je veux, tu en parleras mieux que moi, Thomas, tout à l'heure, mais je voudrais avoir quelque chose de cette taille-là, parce que quelque part, ça fait déjà la taille de ma main. Alors moi, j'ai des petites mains, mais voilà, ça fait déjà la taille de ma main. Ces cartes-là sont plus grandes que ma main, vous vous rendez compte. Et par conséquent, moi, ça me permet de respecter le bois et de respecter ma main, en fait. Et ça, c'est le rapport entre l'artisan et sa matière première. Mhm. Et donc, on a ces cartes immenses. C'était vraiment le truc auquel tenait le plus Thomas. Et on l'a accompagné là-dedans. Ça nous semblait être une évidence, quoi. Et ça existait déjà. Il y a déjà eu un jeu de cartes un jeu Cette de taille-là. tarot de cette taille. Thomas pourrait nous répondre. Alors, c'est encore différent. On peut pas vraiment jouer de la même manière avec, mais il existe des cartes. Moi, j'ai vu les cartes du tarot de Jodorowsky. Voilà, Thomas Perrino nous répond oui, Mhm. qui sont grandes comme une affiche, en fait, si vous voulez. Mais c'est plus pour de la méditation. Marianne Costa, très très grande tarologue qu'on aime beaucoup et qui est remerciée dans les remerciements du tarot Perrino. Marianne Costa, grande tarologue. Moi, j'ai vu des photos, c'est elle qui m'a fait découvrir ce genre de cartes où elle est avec des pinces à linge. Elle, euh, elle, elle tire une corde à linge et elle met les cartes comme ça. Voilà. Et effectivement, ce sont des grands dessins comme des tableaux, en fait, mais on ne les tire pas de la même manière. Voilà. Et là, Thomas Perrino nous informe que, notamment le tarot des Visconti, donc l'un des tout premiers tarots qui nous a été, qui a été porté à la connaissance humaine, donc avait déjà apparemment une taille aussi. Je pense que les cartes étaient aussi hautes, mais peut-être un peu moins larges. Est-ce que Thomas, tu peux me confirmer ça ou est-ce que je me trompe complètement? Visconti Sforza. Donc il va nous répondre dans un instant. Enfin voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais je voulais rebondir sur cette idée de, 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 de- d'un travail où l'image embrasse tout, quoi. C'est-à-dire y compris le regardant. C'est comme au cinéma, en fait. Là, il y a quelque chose c'est l'équivalent d'un scope vertical. Elle dit non, c'est pareil, d'accord, ok, c'est exactement les mêmes tailles, d'accord, ok, le même rapport. Donc là, si vous voulez, vous avez un cinéma vertical. Tu peux faire penser à un téléphone d'ailleurs, hein. C'est un peu plus grand qu'un téléphone. Voilà, et là, c'est vraiment une immersion magnifique dans nos cartes. Euh, Tu disais, c'est un travail qui marque, en fait, selon moi, hein, la rupture de ton entre le feu sacré qui était surtout l'œuvre d'un seul, c'est-à-dire bien sûr tu travaillais avec des graphistes, bien sûr tu travaillais avec les auteurs, tu faisais intervenir des correcteurs, etc. Mais je veux dire, tu as un côté contrôle fric, hein, je ne le dis pas de manière négative, moi j'ai jamais eu à en souffrir, hein, donc c'est toi-même qui le dis. Donc tu aimes bien avoir le contrôle sur les choses, je me retrouve beaucoup là-dedans, même si c'est pas toujours facile de pouvoir tout contrôler, puis c'est bien de déléguer, c'est bien aussi d'avoir des gens qui dans leur partie sont meilleurs que toi et vont pouvoir prendre la relève dans telle discipline, tel département, qui soit intellectuel, technique, technologique même, etc. Et effectivement, toi, tu voulais un peu tout contrôler. Si les choses t'échappaient, t'étais, je peux l'entendre, hein, pas forcément très rassuré, quoi. Et là, avec le tarot Perrino, on est donc sur l'œuvre de Thomas Perrino, ça c'est sûr et certain, mais d'un point de vue strictement éditorial, on est dans un travail où d'un seul coup, on a toute une équipe qui se met à travailler de concert, pas H24, mais quasi. Donc les graphistes qui ont apporté leur touche, hein, bien sûr, par rapport au coffret, par rapport au traitement numérique des cartes, par rapport à la mise en page du livret, les propositions de couverture, etc., par rapport aux couleurs. Donc il y a une force de proposition qui est énorme de leur part. Mais d'un point de vue strictement éditorial, littéraire, intellectuel, conceptuel, il y a pas seulement, moi en tant que, on va dire, directeur du recueil et la direction littéraire, il y a l'investissement de Steven Lambert, de Warren Lambert. On a parlé aussi de Pacôme Thielman qui a écrit dans ce livre. Mais du point de vue de la maison d'édition, on n'a jamais autant été en contact les uns avec les autres tous les jours sur
des problèmes, sur des solutions, c'est une véritable aventure éditoriale humaine qui n'est plus l'aventure, on va dire, d'un homme avec quelques personnes, mais d'un groupe d'amis en toute fraternité. Et pas seulement avec l'auteur, c'est aussi nous, Simon, Steven, moi, puis Warren, puis les graphistes, avec ce jeu pour prendre à bras le corps, être en contact avec l'imprimeur, Pulsio Print, etc. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fait que, à mon sens, et là ça aussi ça se discute, mais le feu sacré de nouvelle génération, c'est-à-dire sous l'égide de Simon, c'est le tarot Périno qui en est l'acte de naissance, alors même que on a fait. Alors Simon sera peut-être pas d'accord avec moi, parce qu'il y a eu un journal qui est sorti, Zéro, qui est sorti en 2019, en tout début juillet 2019. On a eu des feux follets. Qui était quand même déjà plus collectif que. Qui était très très collectif, puisque c'est un ouvrage collectif. C'est des auteurs qui, pour certains, avaient déjà été publiés dans le feu sacré. C'était le cas de Pierre Pigot, par exemple. Pierre Pigot, qui est l'auteur d'un magnifique feu follet dédié à Vladimir Nabokov et son livre Ada ou l'ardeur, dont tu étais encore l'éditeur à l'époque. Tout à fait. Pierre Pigot, il y avait moi, il y avait, on retrouve déjà Warren, on retrouve déjà Anna D'Annunzio, qui sera l'autrice d'un feu follet consacré à Jack London. Je te l'apprends peut-être. Non, je savais. Tu le savais déjà. Je suis omniscient. Eh bien, et puis voilà. Quoi d'autre encore, on se retrouve avec pas mal de gens en fait qui travaillent collectivement, mais encore finalement, ça reste à ce moment-là un truc très punk, une idée de Simon qu'on fait un peu dans une belle urgence, où on recueille des textes, et les textes partent à l'impression après avoir été mis très vite. en formant très très vite. Vraiment dans un geste comme ça, de faire les choses vraiment vite au sens punk du terme. C'est-à-dire, le punk propose la vitesse aussi dans la musique rock'n'roll. Il propose pas seulement de la hargne, il propose pas seulement un message politique ou une saturation qu'on retrouve aussi dans le heavy metal, il propose quelque chose de sale et d'immédiat. Et c'est un peu ce geste-là qu'a voulu Simon. Mais, du point de vue vraiment éditorial, où on est tous imbriqués dans un truc très très fort comme ça, il me semble que, malgré les feux follets, qui sont plus de mon ressort, on va dire, où je travaille avec l'auteur et les graphistes, et Simon et Steven me font confiance, là, on a vraiment ce geste collectif, qui lui est sur un temps plus long, on n'est pas sur un temps punk, on est plus sur quelque chose qui relève du psychédélisme et du rock progressif, si je voulais filer la métaphore musicale, parce qu'on est dans l'ésotérisme, dans le psychédélisme, le surréalisme, le symbolisme, parce qu'on est dans un temps long, parce qu'on est plusieurs à travailler, c'est comme s'il y avait un batteur, un bassiste, une flûtiste, un violoncelliste, une chanteuse, et puis voilà, Thomas Périno au milieu avec ses cartes. Et beaucoup de solos, ouais. Un solo par carte. Donc 78 solos. C'est même presque, on pourrait parler d'opéra. Il y a quelque chose d'opératique dans cette façon d'aborder le feu sacré, quoi. Donc ça, c'était vraiment une aventure collective magnifique, qui est donc une sorte de renaissance. Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'appelle le feu sacré, ça a jamais pu s'éteindre. Mais une nouvelle naissance, c'est pas tout à fait pareil. D'ailleurs, pourquoi le feu sacré ? Très bonne question. Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que je me rappelle pourquoi ? C'est surtout ça. Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi, je pense que j'avais besoin de mettre ce projet en route pour remettre ma vie en ordre et trouver un peu un sens à ce que je faisais, quoi. Donc ouais, je pense que j'étais à la recherche de quelque chose de symbolique qui permette de concrétiser cette recherche d'un nouveau souffle, quoi. Voilà. Donc je pense, je sais pas, le feu sacré, ça s'est imposé. Je sais plus du tout d'où ça vient, mais ouais, je suppose que c'est un vieux, je sais pas, une image, un truc auquel attends, comment je pourrais dire ça ? Une image après laquelle je cours depuis un moment. Voilà. Et même quand j'ai refait de la musique, le groupe s'appelle Berceau des volontés sauvages, et tu vois, ça a un peu à voir aussi avec cette idée d'origine, ah oui, Berceau, oui. De volonté, Thélème, encore une fois, on y revient. Ouais. Tu vois, ouais. Voilà, je sais pas, oui, je pense que je cherche à travers tout ça
de continuer ma vie, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi la recherche de. Voilà, enfin, c'est dur à expliquer. Ouais, je comprends, oui. C'est pas que je veux être flou, mais moi je le verbalise pas, donc pour moi, voilà, voilà, Bah, en fait, en tant qu'éditeur, tu laisses aussi s'exprimer d'autres personnes qui, elles, vont verbaliser ce qui les anime. Qu'est-ce qui fait qu'ils ou elles ont le feu sacré quand ils écrivent. Et en fait, là où c'est assez intéressant aussi, à mon sens, c'est que le feu sacré, j'ai oublié ce que je voulais dire, ça va me revenir dans un instant. Mais grosso modo, oui, si, c'est ça. C'est qu'on choisit pas un titre comme ça, enfin un nom, sans que ça ait des conséquences. L'absence de conséquences étant une conséquence elle-même. C'est-à-dire que finalement, je crois que c'est Michel Field, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce journaliste et producteur de télévision, Michel Field, qui disait à chaque fois que j'ai créé une émission, j'ai mis le mot grand dedans, genre la grande famille, il y a eu quoi, le grand quelque chose, ou le grand journal, je sais plus, enfin bref. Parce qu'il il était sûr, et ça c'est déjà de la pensée magique, hein, ça rejoint complètement Crowley et compagnie, hein, quelles que soient encore une fois vos croyances, mais il était convaincu, et je crois qu'il avait raison, que utiliser les mots, ça a un impact. Et si tu dis que ça va être une grande famille, ça va pas être petite famille. Il va jamais utiliser le mot petit quand il va nommer quelque chose dans son travail. Il va mettre le mot grand pour que ça ait l'air d'être grand quand même ça le serait pas. Et par conséquent, on pense que ça l'est. Et donc ça l'est, ça le devient. Il y a quelque chose comme ça où les mots jettent un sort, encore une fois. Hein, c'est abracadabra quand vous dites quelque chose. Avec un minimum de ferveur en tout cas. Et il se trouve que le feu sacré, moi je me suis rendu compte que bon voilà, c'est une maison d'édition qu'à un moment donné t'as voulu arrêter, puis finalement t'as continué, puis tu as annoncé en début 2017 que tu arrêtais, et puis courant 2017, Simon Toral avec Thomas Bizarri a eu envie de reprendre, ils ont eu envie de me confier la collection Les Feux Follets, et plusieurs personnes, que ce soit Alain Junion, que ce soit Gilles Verdiani, ont écrit sur les réseaux, le feu sacré ne s'éteindra jamais. Etc. Et en fait, il y a un truc comme ça autour du mot feu, indépendamment même du mot sacré, où on se dit, tiens, c'est vrai, les gens, ils cultivent. Alors, on a une question à laquelle on va répondre dans un instant. Ah bah tiens, c'est Gilles Verdiani, justement, ça c'est drôle. Je parlais de Gilles à l'instant. Incroyable. Je vais laisser peut-être Fabien te répondre, en tout cas dans un premier temps, Gilles. Mais si tu veux bien. Pourquoi pas, je peux essayer. Ouais, essayons. Synchronicity. Et oui, merci Gilles d'être là. Ces gens disent le feu ne s'éteindra pas, ou font beaucoup de métaphores autour du feu, autour de la flamme éternelle. Et ça, c'est très fort. Et en fait, j'ai l'impression que on s'est autoprogrammé pour croire, par la force de la littérature, que ce feu, ce brasier ne pouvait pas s'éteindre. La flamme pouvait éventuellement devenir plus petite, puis revenir comme ça vraiment en retour de flamme. Hein. Et je crois que ça aide aussi beaucoup cette maison d'édition à continuer d'exister, à proliférer et à aller vers plein de choses différentes, portées par une équipe, certes différente, mais avec laquelle tu es en contact depuis toujours. Je veux dire, bien avant que tu quittes tes fonctions au feu sacré, tu étais ami avec les frères Lambert, c'est toi qui m'as présenté Simon, et ainsi de suite. Donc tu vois, il y a un côté où on impose par le mot, on impose une direction et une puissance, j'ai envie de dire, à une aventure collective. Ok, ouais, non, je l'avais jamais je pense qu'il y a pensé comme ça, mais il y a des œuvres qui ne décollent peut-être pas parce qu'elles ont un nom qui prête à l'oubli, qui prête à la dispersion et à la petitesse peut-être, je sais pas. Et voilà, et bon, il y a certainement des contre-exemples, c'est évident. Mais je veux dire, nous, on est quand même dans la petite édition indépendante. C'est donc ça aussi peut-être qui fait de nous quelque chose de politique, c'est-à-dire que c'est forcément politique pour continuer d'essayer d'exister, indépendamment de l'idéologie d'ailleurs qu'on va aborder dans un autre instant. Il y a cette idée d'être dans un combat permanent pour exister aux yeux du monde, et pas seulement aux yeux des lecteurs, et pour faire face à ces grosses machines, qu'elles soient médiatiques ou purement éditoriales, et contre lesquelles il est difficile d'exister à côté. Hein. Je veux dire, c'est comme ce petit immeuble écrasé par l'effondrement du World Trade Center dont on parle plus du tout.
et qui faisait partie du World Trade Center. Voilà, bon, en l'occurrence, ça reste quand même un gros truc par rapport à nous. Nous, on est le cabanon au 3e sous-sol, avec la porte défoncée, hein, par comparaison à toutes ces choses-là. Gilles Vadiani nous dit: ce que vient de dire Aurélien m'incline à penser que le feu sacré est plutôt une aventure religieuse ou aussi religieuse, dont la religion n'étant pas le contraire de la politique. Toi qui es le fondateur des éditions Feu Sacré, est-ce que tu veux répondre à ça? Je sais pas s'il y a grand chose à dire là-dessus. Je sais pas forcément. J'ai un rapport compliqué avec l'institution religieuse, avec la religion. En même temps, j'ai beaucoup d'attirance pour la spiritualité. Ouais, donc je sais pas. Non, j'ai pas l'impression que ça a été tellement un moteur de quoi que ce soit, quoi. Après. Non, écoute, non, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Gilles, je ne sais pas si tu es. Il est question deux fois de mythe de spiritualité. Oui, alors en fait, voilà, effectivement, si tu as été présent depuis le début, ça, j'ai pas pu voir qui exactement était sur ce live depuis le départ, mais il est évident que. Les questions de foi, ouais, de oui, spiritualité. Ayant parlé de Rabelais, ayant parlé de Crowley, etc., étant éditeur d'un tarot de Marseille et pas d'un tarot bourgeois avec un as de pique, un 9 de trèfle, un roi de cœur. Bon. Forcément, on se pose ce genre de questions, après qui sont aussi très très personnelles. Il se trouve que là, effectivement, étant dans un contexte, l'abbaye de Maizet, où je joue un personnage contesté par l'institution, Rabelais, qui lui-même a été institutionnalisé, mais a fui l'institution. Les franciscains, puis les bénédictins dans un deuxième temps, qui a âprement contribué à consolider l'imaginaire littéraire et même folklorique de la France en créant sa propre mythologie avec les géants, Pantagruel et Gargantua, hein, par exemple. Il est évident que lorsque tu vis là-dedans pendant plus de 2 mois, il y a une immersion. Cette immersion, elle est consciente, elle est consentie librement, elle est voulue, hein, dans le cadre de mon travail, qui est un travail qui n'est pas du tout religieux, même si dans tout travail, je pense qu'il y a une certaine forme de spiritualité. Alors c'est marrant parce que je le disais en début de live, avant que tu sois là, Fabien, j'ai eu deux types de lectures pendant ces 2 mois, puisque j'arrivais pas à écrire, étant totalement phagocyté pour le meilleur, hein, par le théâtre. J'ai lu des livres qui traitent d'anarchie, des livres de Cornelius Castoriadis sur l'institution imaginaire de la société, etc. Et j'ai également lu des livres sur la théologie, plus loin, théologie, la vie monaschique, etc. Alors voilà, ça c'est intéressant, on peut le montrer celui-ci, c'est-à-dire voilà, un livre dont je partage pas forcément les points de vue, mais qui est intéressant, c'est-à-dire les métiers de Dieu. Effectivement, si le moine, et Rabelais a été moine, c'est quelqu'un qui essaie d'imiter Jésus-Christ ou Dieu, ou ce que tu veux, mais en réalité c'est valable pour pas mal de religions ou de spiritualité, tu te dis forcément, moi qui joue ce personnage, je dois me nourrir un peu de ça. C'est peut-être mon côté acteur studio, c'est aussi pour comprendre quand le public, parce que nous on a le public à vue, et quand on quitte le site où on joue, on le quitte souvent avec les spectateurs, on est amené à les croiser parce qu'ils passent toute la journée sur le site. Donc moi je joue à 11h45, donc j'arrive vers 11h moins le quart, voilà, sur le site, et j'en repars vers 19h. Je croise toute la journée des gens qui nous ont vu jouer. Et ils ont des questions et on n'a pas toujours les réponses. Donc c'est important de se renseigner. Donc je vais lire aussi des livres comme ça, comme La règle de Saint-Benoît, puisque je travaille dans une abbaye bénédictine, et où je commence les premières pages, et je me dis waouh, c'est super. Et puis très très vite, je me dis ah non, c'est l'enfer. C'est pour ça que je parlais d'humiliation par opposition à l'humilité. Le message politique du feu sacré, on parle d'embrasement, on parle d'avoir la flamme, on parle de se soulever contre une forme de tyrannie. Et contre aussi beaucoup les institutions. Ça, c'est le côté punk. C'est ça le côté politique du feu sacré. C'est pas une posture. C'est pas juste un discours, même si on écrit des livres, donc il y a cette question-là. Mais il y a aussi beaucoup cette idée que, même si tous nos livres sont pas empreints de la même idéologie ou de la même ferveur, qu'elle soit révolutionnaire ou subversive, hein, il y a cette idée d'être en lutte contre des idées dominantes qui font du mal à l'humain, qui font du mal à la planète, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'écologie punk, viscérale, qui moi me nourrit et qui je pense te nourrit aussi. Je pense que je ferais pas le feu sacré aux côtés de Simon de la même manière si c'est pas toi qui en avais été le fondateur. C'est-à-dire que très souvent on se rapporte à qu'aurait fait Fabien.
Ah, comme si le mec était plus là. Comme quand je dirais Fabien, je te jure que c'est vrai. Alors parfois, on fait pas comme il aurait fait. Envoyez-moi un SMS. Mais parfois, voilà. Bon. Mais voilà, c'était voilà, on invoque l'esprit, non pas de Fabien Thévenot, il est bien là, incarné parmi nous. On invoque plutôt une espèce d'idée, qui est peut-être pas forcément très juste, hein, de ce que devrait être le feu sacré. Et après, il se trouve que c'est plutôt quand même c'est même sacrément chez les dirigeants de la maison d'édition, une idéologie qui est située à la gauche de la gauche, qui domine très largement, d'une manière très apaisée, parce qu'on est dirigé aussi par quelqu'un dirigé au sens le meilleur du terme, c'est quelqu'un qui nous donne une orientation, une direction, par Simon Toral, qui est quelqu'un de très apaisant, qui a une vision très, très paisible des choses. Et ça, c'est très, très, très agréable. Et voilà, moi peut-être que j'apporte le côté tout feu tout flamme aussi, un peu voilà le côté embrasement. Et pour ça que lui c'est bien qu'il soit là pour apporter la paix. Enfin voilà. Mais on a aussi d'autres personnes avec nous. On a donc Marie-Lou Garcia, Léa Laforêt, on a régulièrement aussi Thomas Bizarri, Alain Rodriguez qui continuent de travailler sur d'autres livres qui vont sortir du Feu Sacré fin 2023, début 2024. Et moi, je récuse ici le mot de religion, sauf dans son étymologie qui est de relier les gens. On est très religieusement soudés les uns aux autres par un lien indéfectible qui s'appelle l'amitié, l'amour, on a envie de dire, ce qui est une définition aussi du feu sacré. Ta présence ici, aujourd'hui, à côté de moi, elle en est le signe, la preuve tangible. Et il y a quelqu'un qui a marqué tout à l'heure « Coucou les amoureux ». Et après, la spiritualité, chacun a la sienne, hein, puisque au feu sacré, évidemment, on a des athées, on a des gens qui sont plus d'un truc ésotérique, qu'on pourrait rapprocher de, je sais pas, moi, peut-être de la sorcellerie, la Wicca, j'en sais rien. On a des gens qui sont des chrétiens, pratiquants ou non. On accueille des gens qui sont rigoureusement athées, de manière très très fervente. Alain Junion, c'est un exemple criant de ça, qui est pas juste anticlérical, il y a vraiment... voilà... moi-même, je suis assez anticlérical et anti-pape, ça m'empêche pas de lire des ouvrages. Même, moi, j'ai même lu le bouquin sur Jésus-Christ de Benoît XVI, tu vois, je trouve ça super intéressant. Voilà, je veux dire, c'est même pas lire ce que pense l'ennemi, c'est aussi savoir comment simplement réfléchissent les autres, être ouvert à ça. Et c'est la raison pour laquelle on a beau être de gauche, on est fan de Maurice Dantec, qui est clairement un auteur de droite. Hein ah bon? On m'aurait menti. Voilà, et de souvent pas être du tout d'accord avec lui, et en même temps de partager aussi des idées, des opinions, ce qui est toujours évidemment à la fois complexe et passionnant, et ce qui fait que on n'est pas, comme je le dis dans un ouvrage qu'on doit sortir sur Dantec d'ailleurs le plus prochainement possible, on n'est pas abonné gratis à la respectabilité, cette chose que Dantec abominait, c'est-à-dire être dans le consensus, essayer de ne pas froisser les gens, etc. On sait que l'extrême gauche et la religion, ça fait assez mauvais ménage, historiquement. On sait aussi que la droite s'empare, notamment avec le christianisme, d'idées qui sont à la base développées par des gens qui n'ont rien à voir avec le catholicisme traditionnel, curieusement, avec l'extrême droite, etc. C'est-à-dire que finalement, quand on lit... Voilà, j'ai lu pas mal de théologie. Hein, j'ai lu aussi bien Irénée de Lyon, hein, l'évêque de Lyon, le premier évêque des Gaules, que, je sais pas moi, des bouquins sur le diable, etc. Je trouve ça super intéressant. Et voilà, c'est extrêmement agréable d'essayer de concilier ces lectures, quelque chose qui ne soit pas un gloubi-boulga, qui soit donc un effort, un exercice spirituel qui est de dire il y a des choses qui en apparence s'opposent, mais pourquoi elles s'opposent? Pas parce que le monde est ainsi fait, mais parce que les humains s'en tiennent précisément à des grilles de lecture, et où vont dire ah bah Jésus, c'était pas un humaniste, Jésus il est venu pour apporter le glaive, il est venu pour apporter donc la discorde. En fait, oui, c'est ce qui est raconté dans Saint Luc, sauf qu'en fait, il y a un moment donné où les gens ils oublient qu'on est en train de parler de symboles, qu'on est en train de parler précisément d'une illustration par le verbe
de ce qui se passe dans le monde, quoi. Et que en fait, le glaive, c'est pas nécessairement la guerre. Et que la guerre, comme le disent les musulmans, le djihad, c'est pas nécessairement tiens, je vais poser des bombes et je vais tuer des enfants. Ben non, ça, c'est absolument épouvantable. C'est indéfendable. On peut comprendre d'où viennent des colères et comment les gens glissent dans la folie, dans la dépression, dans l'horreur, mais on ne peut pas accepter le résultat de ça. L'art, il est là aussi pour justement pour peut-être pas vider son angoisse et sa terreur dans la littérature ou dans la musique ou dans le cinéma, mais il est là aussi pour justement essayer de guérir ça, de le comprendre et tout. Mais j'ai l'impression, moi, qu'il y a une récupération systématique. Et que voilà, moi, c'est ça mon maître mot. On veut passer, on demande l'humilité, mais on fait tout pour obtenir l'humiliation. Et ça, effectivement, politiquement, c'est mon combat. C'est se battre contre l'humiliation et donc proposer un soulèvement. Ce soulèvement, il peut être spirituel, il peut être strictement poétique, il peut être politique, il peut être... Enfin voilà. Il n'y a rien de programmatique dans le feu sacré. Ça, c'est le côté punk, c'est-à-dire que on n'a pas un programme, on n'a pas un cahier des charges. En revanche, on partage effectivement ce rejet de l'humiliation de nos contemporains. Et en ce sens, c'est ça l'empathie, hein, on souffre avec les pauvres, les opprimés. Voilà, ça c'est le truc vraiment qui, pour nous anime, je crois. On ne peut pas accepter ça. Ah, c'est en t'écoutant que je comprends la question de Gilles. Donc, tu peux peut-être y répondre. Non, mais tu t'as très bien répondu. Non, j'ai rien à ajouter de plus frais. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Parce que là, on arrive bientôt aux 2 heures déjà de ce live, que je vous remercie de suivre. Si vous avez des questions à nous poser via le chat, n'hésitez pas. On vous répondra à l'oral, évidemment. On peut aussi parler des lectures qui ont été les nôtres. C'est vrai. Pendant cet été, oui, tu veux évoquer Ah oui, tiens, bah, peut-être que je sais plus que je me suis. Ah, tiens, c'est très drôle, le premier livre sur la pile. Voilà. Attends, on monte un peu, voilà. Khalil Gibran, je sais pas Moi je dis Gibran en fait. Gibran, allez, Gibran. Le prophète. Et ben voilà, je sais plus comment j'en suis revenu à ça, mais je voulais le lire depuis des années. Mais en même temps, je le confondais avec un autre auteur un peu naze, et je sais plus lequel. Mais bon, bref, voilà pourquoi je tournais autour sans forcément l'avoir acheté. Et je sais que c'est un livre que tu aimes beaucoup, donc voilà, je l'ai acheté. C'est un drôle de bouquin. Comme on disait hier, il y a des choses très profondes, il y a des lieux communs. C'est à la fois un livre de spiritualité, en même temps c'est très littéraire, c'est très poétique, c'est un drôle de truc. Je sais pas, je ne sais toujours pas quoi en penser. C'est un livre qui travaille beaucoup l'idée que que même le mauvais est bon, enfin pas au sens où le mal serait bon, mais où dans celui qui fait le mal, il est mêlé aussi. Il y a toujours il y a le fil blanc et le fil noir, et dans cette idée de la création comme un patchwork, comme un tapis persan. Il y a des fils de 2 couleurs, on est tous tissés de ces 2 fils-là. Est-ce qu'il y a plus de fils noirs ou de fils blancs dans le long de notre vie? C'est un peu ça qui est questionné, avec cette idée aussi que ce prophète, dont on ne sait pas trop qui c'est une espèce de christianisme très arabisé, très un peu islamisé même, où c'est assez étrange. Et en même temps, il est présenté comme un type lambda au début. Il vit dans cette ville depuis, je sais pas, 20 ans, il attend son bateau, et en même temps, c'est un espèce de monsieur tout le monde. Il y a un truc très Philippe Cadic, moi je trouve là-dedans. Le mec qui est là, on ne sait pas qui c'est, ça pourrait être un clodo presque, et puis il part, mais il part en laissant sa graine dans le ventre de cette... c'est quoi, c'est une prêtresse, je me souviens plus. Voilà, moi c'est un livre que j'avais lu en camping il y a... Je l'ai pas encore fini. 10 ans, qui m'avait été chaudement recommandé par quelqu'un de ma famille, un lointain cousin, et j'ai trouvé par hasard dans un... Je t'en avais parlé, effectivement, c'est un mélange de lieux communs et de très belle spiritualité. Je l'ai en français et en anglais. Je sais plus, Gibran était
anglophone et arabophone, non? Oui, oui, oui. Et je crois même qu'il l'a Il est écrit en anglais, je crois. il me semble qu'il l'a écrit en anglais. Ouais. C'est quoi les autres livres? Alors, marrant, c'est marrant, parce que Gilles, Alors, tu vas rire. Ou en sortant t'insurger. celui-là? Ouais. Ok. Gilles, c'est pour toi alors. Donc là, on est dans le soufisme. Ouais. Donc l'islam soufi, Rumi, cette lumière et mon désir. Ça, je l'ai pas lu. C'est bien ou pas? Pareil, j'ai toujours pas d'avis. C'est de la poésie avant tout. Non, mais en Hein. même temps, j'en ai lu, j'en suis à la page 33. Hein. Oui, Donc d'accord. j'ai pris beaucoup de livres, je les lis tous en même temps. Donc ne m'en veuillez pas, mais j'en ai quasiment fini aucun. Donc, Je fonctionne beaucoup comme ça aussi. Ouais. Ça me nourrit énormément d'avoir plusieurs lectures. Ouais. En même Donc, temps. je sais pas, oui, je l'ai acheté avec le Gibran, je sais pas, ça me semblait. Je sais pas, j'avais envie de lire ça à ce moment-là. Ouais. Inexplicable, mais voilà. Non, il y en a qu'un que j'ai fini, c'est celui-là que j'avais déjà lu, Ramatuel de Pierre Bourjade. Voilà. C'est l'histoire d'une femme qui a une vie très très rangée, une bourgeoise qui a fait sa vie avec son mari, plein aux as, avec des enfants, tout va bien. Et un jour, elle part dans le sud et elle tombe sur deux jeunes garçons qui sont des chaos sur pattes, qui arrêtent des voitures, qui tuent des gens. Et elle part dans une virée assassine avec eux. Et voilà, c'est comment cette femme fait déraper sa vie. C'est très bataillien, c'est très. Il y a un truc très bis aussi, quoi, avec. Voilà, on pourrait être bien. Je sais pas, je vois bien Chabrol avoir fait. Si le truc avait été écrit dans les années 70, tu vois. Son film sur le terrorisme, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Bonjour Arthur Louis Singalt, Salut qui nous fait Singalt. signe et qui fera un live prochainement avec Warren Lambert mardi soir à 21h. Et oui, comment il s'appelait le film de Chabrol là, sur le mouvement terroriste là. Aidez-nous. Bon bref, c'est pas grave. Ça me fait penser à ça. Enfin, je sais pas, ça. Nada. Merci. Voilà, je sais pas, voilà, ça m'a fait penser un peu à tous ces films un peu. Oui, enfin, c'est une écriture très cinématographique. C'est aussi pour ça aussi que je pense beaucoup à à Chabrol et à des références cinématographiques. Et c'est un Bourjade qui a été, il me semble, publié après sa mort. Donc je pense que c'était un fond de tiroir, mais c'est un excellent fond de tiroir. Je vous le conseille. Ramatuel, donc. Voilà. Ça, c'est un livre qu'on m'a offert pendant mon voyage. Une amie qui m'a dit tiens, lis ça, ça va te donner la pêche. Et voilà, c'est une. C'est 200 pages, 150 pages, où Ovidie raconte pourquoi elle abandonne l'hétérosexualité et explique tout son rapport compliqué aux hommes. Donc voilà, c'est très dur. Pour moi, en tant qu'homme, oui, c'est un peu d'essayer de voir un peu si je me retrouve dans ce portrait ou si j'ai l'impression que. Voilà, c'est un bon moyen de savoir si on a été un sale type ou pas tout le long de sa vie. Ah, ouais. Donc voilà, si vous vous posez des questions là-dessus, vous pouvez peut-être le lire. Voilà. Bell Hooks, à propos d'amour, que j'ai toujours pas fini non plus, que je lis depuis 2 mois, donc petit bout par petit bout. Voyez, j'en suis à la page 140 sur 250. Voilà. C'est une essayiste féministe afro-américaine qui a écrit le livre, je pense, dans les années 70. Et voilà, c'est empreint beaucoup de pensées un peu spirituelles, un peu religieuses, mais en même temps, c'est une femme de gauche, une femme féministe, et elle s'interroge beaucoup sur le lien à l'autre, et c'est l'amour au sens vraiment le plus large possible du terme, quoi. C'est pas que sur la relation, la passion amoureuse, c'est aussi le rapport à l'autre, à la communauté. Voilà, on m'avait conseillé de lire ce livre. Il a un petit peu. Je sais pas si ça vieillit, mais elle fait référence aussi à beaucoup de livres qui n'ont pas été traduits en français. Donc, du coup, voilà, ça renvoie à des références bibliographiques qui sont inconsultables pour nous. Donc, voilà, mais voilà, je le lis très doucement. Ça m'apporte beaucoup, et je sais pas que c'est spécialement hyper profond, mais voilà, j'aime bien avancer dedans, prendre le temps de le digérer.
Un truc intéressant, c'est que tu disais, voilà, ça parle il y a des références, l'amour, la grâce, etc. Et des choses qui sont habituellement un jargon, entre guillemets, qui est beaucoup utilisé par les différentes églises. Et en même temps, elle est une femme très à gauche, féministe. Mais il faut pas oublier, voilà, les États-Unis, il y a aussi ce truc très particulier où finalement le surnaturel irrigue totalement la création du pays dans ses mythes fondateurs, que ce soit les plus désastreux ou les plus beaux, et j'ai envie de dire même l'Amérique, pas seulement les États-Unis, mais l'Amérique d'une manière générale, comment elle a Mhm. été conquise et dominée, voilà, soi-disant au nom de, hein. Mais en réalité, enfin au nom de Dieu, hein, disons-le, mais voilà, il y a cette idée aussi que il n'y a pas forcément le rejet de la foi, de la croyance en un idéal euh, qui est à la fois à portée de main mais immatériel, tu sais, et tout en étant résolument à l'extrême gauche, quoi, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop en France, surtout depuis la Révolution. Et là, c'est toute l'ambiguïté, enfin l'ambiguïté, c'est toute la complexité d'une pensée, en tout cas peut-être la mienne, je sais pas si je suis quelqu'un de très complexe, je crois pas en réalité, hein, mais l'idée que oui, on peut avoir une foi, on peut avoir une spiritualité, on peut s'intéresser à l'invisible et en même temps être quelqu'un qui est dans une démarche qui est plutôt héritée malgré tout des Lumières et, euh, et de la Révolution dans son aspect non pas terroriste, hein, c'est-à-dire la terreur, mais dans son aspect simplement le soulèvement, encore une fois, en réaction la réaction n'est pas que de droite, hein, là, c'est une réaction, un soulèvement face à l'oppression, la tyrannie, l'humiliation permanente des gens, et notamment des plus démunis, des plus fragiles, des plus faibles, systématiquement. Si ça, c'est pas chrétien dans un sens, mais même ça, c'est très islamique aussi, hein, cette idée enfin, en réalité, on le retrouve dès la Torah, en fait, mais cette idée d'aider le pauvre, d'aider le faible, d'aider le laisser pour compte. Euh, et voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est la personne dont on doit se préoccuper le plus, comme si c'était nous-mêmes. Voilà, c'est un truc qui est très. Mais ouais, je te laisse continuer. Oui, oui, oui. Bah écoute, on peut peut-être finir, puisqu'on parlait de spiritualité, sur le livre de Jean-François Bitter. Je ne me vois pas bien là, il y a trop de lumière. Là, c'est bon, là, on voit. Voilà, étude sur Chuang Tzu. Voilà, c'est un Bitter. Alors d'habitude, il publie des petits bouquins de moins de 100 pages chez Alia, donc c'est vite lu. Là, je pense que c'est plutôt ça. euh, alors c'est un sinologue suisse qui a été enfin, prof d'université, donc une grosse carrière universitaire. Et je pense que ce livre, c'est un peu voilà, tout ce qu'il a un peu amassé sur Chuang Tzu. Euh, donc il y a des études de texte, il retraduit aussi Chuang Tzu qui selon lui avait été parfois mal traduit, mal compris, etc. Voilà, donc là aussi j'en suis au tout début. Et voilà, je rentre dans du bitter sérieux. Enfin, c'est pas que c'était pas sérieux avant, mais Du lourd. jusque là, il était plutôt sur des petits livres assez conceptuels, plutôt qui tournaient autour d'une idée, qui était plutôt facile à comprendre. Là, voilà, on rentre dans des choses un peu plus. Mais voilà, j'avais envie de m'y coltiner parce que j'ai lu Chuang Tzu dans le texte un petit peu et il y a tellement de choses qui m'échappent par rapport au contexte, au personnage. Voilà, donc en fait je l'ai lu sans. J'ai eu l'impression de ne rien y comprendre, donc je me suis dit que peut-être que Bitter allait pouvoir m'éclairer. Merci Jean-François. Voilà, on peut Si s'arrêter tu là. nous regardes. Si tu Ouais. nous regardes Jean-François, D'accord. je te remercie. Très bien. Message de Gilles qui nous dit que. Déjà, on plaisantait, hein, Gilles, sur la question du soufisme. On sait bien que tu ne vas pas t'insurger parce qu'on cite Rumi. Oui, oui, alors tu parles aussi de l'orphisme. Gilles Verdani nous parle de l'orphisme, qui est finalement la religion des poètes, sur laquelle Gilles s'est longuement penché, notamment pour écrire sa première pièce de théâtre qui s'appelle Opéra fantôme, et qui est une très très belle pièce, qui est pour l'instant inédite, et qui n'est pas encore jouée, qui sera un jour, j'espère, ou publiée, ou les deux. Et moi, je me suis beaucoup intéressé dans différents travaux, certains ont déjà été publiés d'ailleurs, euh, mais surtout en tant que poète, finalement, je me suis intéressé à Orphée,
et notamment à la religion de l'orphisme, avec ce qu'on appelle les lamelles d'or, où le mort, à l'instant d'être mis en terre, est accompagné par des recommandations poétiques qui vont le guider dans l'au-delà. Ça évoque bien sûr le livre des morts des anciens Égyptiens, ou d'une autre manière le bardo Todol des Tibétains. C'est-à-dire, le bardo Todol, c'est des recommandations qu'apprend la personne au long de sa vie pour pouvoir, une fois morte, se diriger, se reconnaître, s'orienter dans les enfers, pour qu'à chaque fois que la personne morte, son esprit va tomber sur une mauvaise rencontre, qu'elle se rende compte qu'en fait ce n'est que l'un des aspects néfastes de sa psyché traumatisée, pour le dire avec les mots du moderne, hein, bien sûr, et va réussir à passer toutes les étapes qui vont l'empêcher de se réincarner pour pouvoir enfin accéder au repos. Parce que si on rentre à nouveau dans des combats une fois qu'on est mort, on est voué à se réincarner. Pour les livres des anciens, les livres des morts des anciens Égyptiens, il s'agit là aussi de recommandations écrites au pouvoir de la littérature qui accompagnent donc la momie qui va donc pouvoir traverser sur la barque 1001 périples avant d'arriver dans les champs d'Ialou ou les Champs-Élysées si vous voulez et pouvoir rencontrer le repos avec cette recommandation qui a été écrite qui est une espèce de lettre de recommandation pour que Osiris et compagnie puissent accepter enfin, je dirais Anubis en l'occurrence plus exactement puisse accepter l'âme du défunt et évidemment sous la forme exclusivement poétique avec qui ressemble beaucoup plus à un poème qu'à une prière ou qu'à une oraison et certainement pas une oraison funèbre. On va avoir ce genre de texte aussi sur ces lamelles dorées qui sont déposées dans les tombeaux des gens selon le culte d'Orphée. Je trouve ça très beau que ce soit un poème qui, dans l'au-delà, garde la personne et sauve son âme. Qu'on y croit ou pas, c'est de toute façon, rien que ça, c'est un geste poétique sublime qui fait d'Orphée un saint entre les saints, quoi. Et en plus, c'est un musicien, que demander de plus. Voilà un petit peu où on en est de nos réflexions. Moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà un peu cité les livres que j'avais lus. La règle de Saint-Benoît, je vous la recommande pas du tout, hein, sauf si vous voulez rire, d'un rire mauvais. Je suis un très grand fan de Peter Heller, qui nous avait enchanté en 2011 aux États-Unis, en 2013 en France chez Actes Sud, avec son chef-d'œuvre très différent de Cormac McCarthy avec La Route, mais quand même, ce livre post-apocalyptique sublime qui s'appelle La Constellation du Chien, The Dog Stars. C'est un des plus grands romans que j'ai lu de ma vie, et j'ai décidé de me faire tout Peter Heller cet été. Et j'ai commencé par Céline, qui n'est pas un livre sur Louis Ferdinand, mais c'est une mise en roman de la vie de détective privé de sa mère, la mère de Peter Heller. Et c'est typiquement le projet raté, c'est-à-dire vous écrivez un chef-d'œuvre et après vous devez vous poser la question qu'est-ce que je fais après. Et moi je ne publie pas du roman, je ne sais pas si un jour je publierai du roman en tant qu'éditeur, mais une chose est certaine, c'est que si vous vous dites je dois livrer tant de feuillets, il faut que je cause, il faut que je fasse le piscopie, alors je vais pas vous dire vous assassinez la nature pour rien. De toute façon, quand on fait des livres, on taille des arbres. Hein. Mais je veux dire, voilà l'exemple même de quelqu'un qui écrit pour écrire. Et ça, il me semble que c'est tout à fait le contraire de ce qui devrait être fait. Vous écrivez pour autre chose. Votre plaisir, éventuellement, mais il me semble que vous devez raconter une histoire. Ce n'est pas... faire semblant de jouer au sociologue et aux fins observateurs de nos frères humains. Ça suffit pas. Pas dans le roman, en tout cas. Et en même temps, c'est le paradoxe, c'est que d'abord, je lis peut-être les 5 premières pages et je me dis grand narrateur, grand styliste, grand descripteur, je ne sais pas si ça se dit, oui, de la nature environnante. Et il raconte un drame terrible, un drame familial. Et quelques 10-15 pages plus tard, il le raconté 20 ans après par un des personnages qui a vécu ce drame et que nous avons déjà rencontré. Et il le raconte quasiment à l'identique, mais c'est génial. Ça, c'est quand même très fort. Je dois dire Peter Heller, grand narrateur, parce qu'il est capable, à quelques pages d'intervalle, de nous raconter le même drame très fort, en ajoutant juste quelques petites touches, quelques petits détails supplémentaires qui rendent la chose magnifique. Et en même temps, alors voilà, et je continue de le lire, parce que toutes les 20-30 pages, il me raccroche au wagon. Mais... il y a beaucoup de bavardage, beaucoup d'intrigues secondaires qui servent à rien, de personnages auxquels on essaie de donner de la profondeur simplement en racontant qu'il aimait ceci ou il aimait cela, et ça ne marche pas.
ça ne marche pas parce que ça manque d'âme, ça n'est pas assez habité. Je me suis procuré également, toujours de Peter Heller, Le Guide et la rivière, parce que j'ai quand même l'intention d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est pas des très gros livres, ça va, mais c'est des romans à l'américaine qu'on a tendance à comparer à Jim Harrison, à des gens comme ça. Je pense que Jim Harrison était quand même plus fort. Voilà. J'ai emporté avec moi, mais je ne l'ai pas encore lu, un cadeau de Xavier Mauméjean qu'on recevra dans un Twitch au Feu Sacré, je pense, un jour. C'est pas Simon Toral qui va me contredire, au contraire, je pense qu'il serait ravi. C'est American Gothic de Xavier Mauméjean. Très grand écrivain, très grand bonhomme, tout court. Ça que je lis à chaque fois que j'ai un petit peu d'énergie pour lire, parce qu'il faut s'accrocher. C'est pas si compliqué que ça, mais faut y aller. Cornelius Castoriadis, l'institution imaginaire de la société. Et puis, qu'est-ce que... Non, je crois qu'en ce qui me concerne, c'est tout. Le reste, oui, voilà, j'avais parlé de Saint-Irénée de Lyon. Il y a André Frossard aussi, c'est rigolo, très jouissif, très bien écrit. Les 36 preuves de l'existence du diable, c'est pas du tout des preuves, hein, mais c'est... et quand bien même on ne croit pas du tout en l'existence du mal, incarné ou désincarné d'ailleurs, ça reste quand même un truc super intéressant sur nos errances, notre médiocrité, notre paresse, notre manque d'amour et tout. C'est parfois drôle, parfois mordant, parfois agaçant, parfois facile, parfois génial, et puis il y a une très belle plume. Voilà. Et puis, y aura-t-il d'autres livres d'ici la fin de l'été? Sans doute. On ne sait pas encore lesquels. Je salue au passage une librairie que j'aime beaucoup, qui est pas très loin de là où je suis, c'est la librairie des Halles à Niort. Michel Houellebecq a littéralement chié sur la ville de Niort. C'est quand on prend le temps de s'aventurer dans ces ruelles, une ville très belle, très sympa. Il y a une librairie qui compte parmi mon top 3 ou peut-être même mon top 2 des librairies de France préférées. Je ne dirais pas laquelle je préfère parce que j'en ai pas vraiment une qui détrône les autres. Et bien c'est la librairie des Halles à Niort. Si vous allez à Niort, allez à la librairie des Halles. Ben écoutez, là ça fait déjà 2h15 qu'on cause. On va vous fiche la paix que vous ayez le temps de manger avant de sauter sur le live qui va être géré par le maître quartier, artisan, ouvrier, illustrateur, mais aussi écrivain Thomas Perrineau, auteur du fameux Tarot Perrineau publié au Feu Sacré, mais pas que. Un type génial qui aura 1000 choses à vous dire, avec lequel le Feu Sacré a d'énormes points communs. Philippe Cadic, un intérêt pour les sciences, un intérêt pour la spiritualité, l'ésotérisme, la bande dessinée, etc. Merci à vous toutes et tous pour votre patience. On a joué aux gargouilles, à déblatérer comme ça pendant 2h15, moi surtout. Merci Fabien d'avoir été là. C'est moi la gargouille, c'est moi qui parlais moins. Non, la gargouille, justement. Oui, d'accord, toi tu faisais la statue, et moi je faisais le déversoir. Ouais. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Gilles, merci à Thomas, merci à Simon, merci à Arthur Louis, merci à Patrick, merci à Pascal, merci à Thierry, merci à Elodie, donc, et à toutes celles et ceux qui peut-être ne sont pas manifestés par chat. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. Merci à vous d'avoir été là. Il va y avoir plein de live. Le programme est à retrouver sur Facebook, sur Instagram. Il faudrait qu'on le mette d'ailleurs en ligne aussi sur le site du Feu Sacré, si ça n'a pas déjà été fait. Je crois pas. Ça serait peut-être à moi de m'en occuper. Il faut que je vois ça avec Simon. Ce sera aussi sur le blog du Feu Sacré. Et puis bien sûr, ces lives pourront être retrouvés intégralement dans Bye Bye, sur le compte Twitch du Feu Sacré pour les abonnés, et quelques extraits pour chaque live seront diffusés gracieusement bien sûr sur YouTube. Je vous salue bien bas. Salut. Ouais, et j'ai envie de dire Anarchie. Anarchie vaincra. Amen. Salut à tous. Salut. Et merci. Merci à vous. Très bonne journée.